Alors, bonjour à tous. IKRN Consult en quelques mots. Donc, nous, aujourd'hui, on est une entreprise de conseil en environnement, à peu près 35-40 personnes, qui est spécialisée sur toutes les questions de performance environnementale, d'un point de vue, je dirais, strictement environnemental, mais aussi de plus en plus et avec des dimensions économiques et financières. Et ceci nous a amené, depuis maintenant 2 ans, à travailler pour le secteur de l'investissement qui se préoccupe, notamment dans la lignée de l'article 73, de comment les questions du changement climatique peuvent impacter leur stratégie d'investissement. Pour finir, et c'est la raison de cette conférence aussi sur le risque physique, en fait, on travaille depuis notre création, c'est-à-dire bientôt 10 ans, sur le risque physique, mais principalement à destination du secteur public et des collectivités, ce qui nous a permis pendant ces années d'accumuler une expérience sur ce domaine-là. Et ça fait maintenant 6 mois qu'on travaille avec des partenaires, et donc notamment Beyond Rating, sur la question de comment le risque physique peut être appréhendé pour un investisseur. Je passe la parole à Sylvain pour qu'il présente aussi Beyond Rating. Merci, bonjour à tous. Donc Sylvain Château, je suis un des cofondateurs de Beyond Ratings, qui est une société assez récente, qui a 2 ans et demi d'existence. Et notre cœur de métier, c'est d'adresser la finance, les différents acteurs de la finance, pour leur permettre de mieux appréhender un certain nombre de nouveaux risques émergents dans l'analyse financière. Donc on se présente comme une société d'analyse de risque augmentée, où on va explorer les problématiques de changement climatique, de transition énergétique, de déplétion des ressources naturelles. Par extension, on a vocation à intégrer de plus en plus les facteurs extra-financiers, ESG, dans l'analyse financière pour les investisseurs. On est évidemment très partie prenante dans la mise en place de l'article 173, et on accompagne un nombre de clients importants dans leur stratégie de mise en place d'un certain nombre de mesures, d'actions pour être en conformité avec les exigences de cette nouvelle loi. Voilà, et donc c'est assez naturellement que j'ai demandé à Sylvain de participer à cette webconf, puisqu'on est partenaire, en fait, on est dans une logique de groupement pour apporter des solutions complètes aux investisseurs qui, je dirais, marient les compétences environnementales d'Aker et les compétences en analyse extra-financière de Beyond Rating. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, peut-être Sylvain sur le... Ok, donc en fait, on a aujourd'hui un certain nombre de constats qu'on fait sur l'importance de mieux comprendre le risque climatique physique. A entraîné une massive de l'ensemble de ce secteur, de cette zone d'activité économique. Et pour ceux qui le savent, la Thaïlande et la région de Bangkok en particulier est un des centres de production de composants électroniques à destination du marché des ordinateurs. Et la conséquence, en fait, des inondations de 2011 a été que l'ensemble de la chaîne de valeur de la production d'ordinateurs a été largement perturbée, d'où l'importance de mieux comprendre aujourd'hui les zones de vulnérabilité et d'exposition aux risques physiques climatiques. De la même façon, un autre exemple qui est très parlant, c'est le gap, l'écart qui n'arrête pas de croître entre le coût des dégâts liés aux catastrophes naturelles d'un côté et la prise en charge de ces coûts par les assureurs. En fait, on s'aperçoit que année après année, le coût de ces dégâts ne cesse d'augmenter, et la partie qui est prise en compte par les assureurs est de moins en moins, alors augmente, mais l'écart augmente plus fort. Un des exemples qu'on peut donner, c'est aux États-Unis, il y a un certain nombre de zones géographiques où le risque physique climatique est tellement avéré
que les assureurs ne prennent plus en charge, ne veulent plus assurer les domiciles, les résidences des habitants. Voilà, c'est un exemple très concret de comment le changement climatique et ce risque et cette vulnérabilité du risque physique peut avoir des impacts sur les entreprises, sur les citoyens et évidemment pour les États qui sont concernés. Voilà, donc c'était un peu en introduction pour dire aujourd'hui ce risque physique, ce n'est pas uniquement un sujet pour dans plus tard, c'est un vrai sujet réel aujourd'hui, qui est réel, qui a une matérialité pour les différents acteurs, les entreprises, les États, les gestionnaires d'infrastructures, mais qui reste complexe à appréhender. Alors du coup, par rapport à ça, on a souhaité procéder un petit peu en deux temps dans cette webconf, et vous aurez l'occasion donc à la fin de chaque petite session de poser toutes les questions que vous souhaitez. Un premier temps pour rappeler justement les fondamentaux de l'analyse du risque physique climat, et puis un deuxième temps pour se poser la question sur qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour aller vers l'évaluation du risque financier pour les investisseurs. Alors si je rappelle quelques éléments qui sont assez structurants et importants sur, je vais appeler les fondamentaux de l'analyse du risque physique, c'est cette équation qui montre la façon dont on peut appréhender ce sujet qui est comment, moi, organisation, je suis vulnérable à ce risque lié à l'évolution du changement climatique. C'est en fait la multiplication de trois facteurs. Le premier qui est l'exposition, c'est-à-dire finalement, est-ce que le phénomène du changement climatique, de par là où je suis, va me toucher plus ou moins de manière significative. Et là, on a tout un tas de scénarios d'évolution qu'on peut utiliser pour voir si à tel endroit, je vais être touché par, évidemment, on sent bien que ça ne sera pas pareil d'un endroit à l'autre. Deuxième terme de l'équation, c'est est-ce que mon activité, en fait, comment elle va être affectée par ce phénomène du changement climatique. Et on voit bien que si on est sur de l'agriculture, si on est sur quelque chose avec un process qui est sensible à la température, ça ne sera pas du tout la même chose si on est sur du tourisme. Donc là, on est cette fois-ci sur la sensibilité de la cible par rapport à ce phénomène-là. Et enfin, on a un terme qui est très important de l'équation, qui est comment moi, je peux finalement m'adapter, m'ajuster, pour faire que malgré ce phénomène du changement climatique, malgré la sensibilité qui peut être plus ou moins forte, je vais réagir et pouvoir bâtir un système plus résilient par rapport à cette question du changement climatique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un schéma général qu'on peut adapter pour tout type d'organisation. Alors, avant de rentrer sur les outils un peu de manière concrète, il y a trois éléments qu'on souhaitait rappeler et garder en tête. Un, c'est le type de risque, c'est-à-dire qu'on a en fait quand même deux types de risques fondamentalement différents. Le premier, c'est celui lié aux événements extrêmes qu'on connaît, et les deuxièmes, c'est les risques qui sont liés à l'évolution tendancielle du climat, en température, en précipitation, en élévation du niveau de mer, qui forcément, elles, se passeront plus graduellement. Et en termes de matérialité, évidemment, c'est des choses qui sont assez différentes. Un deuxième élément qui va être fondamental, mais qui peut paraître évident, mais qu'il faudra toujours garder en tête, c'est le facteur géographique. Évidemment, dans les trois termes de l'équation, la localisation en tant que telle géographique, ces coordonnées GPS vont mesurer, vont être un facteur pour évaluer l'exposition, mais l'environnement où je me situe, et notamment le niveau de développement des pays, vont aussi être un facteur à la fois de sensibilité de l'activité, mais aussi de capacité d'adaptation. Donc cette dimension géographique qui paraît évidente quand on évalue une collectivité ou un État, elle est fondamentale évidemment dans l'évaluation aussi des entreprises. Et enfin, il y a un troisième point qui est loin d'être neutre, parce qu'on peut parler de risque potentiel, c'est la question de l'horizon de temps. Et là, on a une difficulté qui est vraiment, pour moi, un des points fondamentaux de cette évaluation du risque climatique. C'est-à-dire, si on veut parler de matérialité et pas seulement de potentiel de risque, c'est-à-dire aller vers le concret des acteurs, les horizons de temps,
pose une difficulté, puisqu'on a évidemment l'évolution tendancielle qui va se faire petit à petit, mais qui en gros, à part certaines zones très très à risque, va se matérialiser quand même dans un horizon de temps plutôt moyen terme, c'est-à-dire quand même dans plutôt quelques dizaines d'années, alors que le sujet événement extrême, lui, se matérialise déjà de manière matérielle, on l'a vu dans les exemples que donnait Sylvain, et donc ont un impact à court terme qu'il faut d'ores et déjà prendre en compte. Alors les deux se combinent, mais dans la discussion à avoir par la suite, c'est important de ne pas raisonner en théorie, mais de quand même se poser cette question-là de quand est-ce que cela va arriver, que ce soit pour des questions de travaux d'adaptation à faire ou de matérialité du risque financier. Alors, je vais passer la parole à Boris, donc qui travaille plus particulièrement chez nous sur l'évaluation du risque climat, notamment pour les acteurs publics. Donc, Boris, si tu peux mettre ta webcam. Oui, vous m'entendez, j'ai mis en place la webcam. Bonjour à toutes et à tous. Oui, un petit état des lieux des outils existants et des standards. Donc, il y a une véritable profusion d'outils qui ont été produits ces dernières années. Là, on vous a fait un petit best-of en deux types d'ailleurs de produits. On distingue les bases de données qui sont affichées là. On a quelques exemples en haut du diapo et les outils à proprement parler. Donc les bases de données, comme leur nom l'indique, capitalisent un grand nombre d'informations qui peuvent être ensuite utilisées d'ailleurs par les outils qui vont être beaucoup plus spécifiques. Elles sont basées, ces bases de données sont basées essentiellement sur l'exposition et en général utilisent les mêmes modèles climatiques. Donc typiquement l'outil de la Banque mondiale qui est illustré à gauche intègre l'ensemble des scénarios climatiques produits par le GIEC et fournit des bases de données géolocalisées en fonction des différents scénarios climatiques sur les évolutions des régimes température, précipitation par zone. Et puis on a des outils qui sont un peu plus élaborés, qui eux vont intégrer les catastrophes naturelles, par exemple, c'est qu'il y a des deux outils du milieu, des deux bases de données du milieu, Desinventor étant focalisé sur l'Amérique latine. Et puis on a des outils qui sont des bases de données qui sont également basées qui vont aller un petit peu plus loin sur l'exposition et prendre en compte des coûts associés à des catastrophes naturelles. Les outils, pour le coup, eux, vont être extrêmement différents en fonction des cibles qu'ils vont viser et des formats qu'ils vont prendre. Typiquement, on a des outils qui sont uniquement en fait des guides méthodologiques avec des lignes directrices à suivre, et d'autres qui sont plus sous forme de calculateurs Excel et qui vont mettre en place, présenter à travers une séquence d'informations qu'on va rentrer dans un outil Excel, une série de résultats sur l'évaluation de la vulnérabilité d'un acteur au changement climatique ou même aider à l'action cet acteur. Diapo suivante, là on vous présente plutôt ce qui aujourd'hui est fait en France. Alors j'ai pas la main sur la diffusion du diaporama, si tu peux passer sur la diapo suivante. Voilà, ici vous avez un zoom sur la suite, non pas la suite Office, mais la suite ADEME d'outils pour les collectivités qui, pour ceux qui sont habitués aux problématiques d'atténuation, on voit que la séquence est relativement similaire, c'est-à-dire qu'on a au démarrage la nécessité de faire un diagnostic, là non pas des émissions de gaz à effet de serre, mais de vulnérabilité au changement climatique. Donc c'est un outil qui a été produit par l'ADEME qui s'appelle Impact Climat et qui permet, là plutôt pour les collectivités, de réaliser leur diagnostic de vulnérabilité, et puis ensuite d'engager un cycle d'action à travers des options d'adaptation qui sont identifiées à la fin du diagnostic de vulnérabilité, la mise en place d'un plan d'action qui passe par
par une évaluation ex ante des actions. Donc ça, c'est un projet qui est en cours à l'ADEME, je parle sous le contrôle de l'ADEME, mais c'est un projet qui est en cours. Et puis, un mécanisme, encore une fois, assez standard de suivi-évaluation qui, là, est porté par un autre outil qui s'appelle Objectif Climat. Donc, on voit que l'ADEME, les pouvoirs publics en France, proposent des solutions très opérationnelles aux collectivités avec des outils qui sont des guides et des outils Excel pour aider les collectivités à se mettre en ordre de marche sur le sujet de l'adaptation qui est depuis quelques années plus observé, je dirais, par les collectivités, mais qui a été un grand oublié au début des plans climat. Sur la diapo suivante et celle d'après, on aura deux zooms sur un outil qu'on vient de finaliser pour l'Agence française de développement. Donc, juste pour vous rappeler le contexte, l'AFD doit consacrer 50% de ses octrois annuels à des projets dits à co-bénéfice climat. Ça représente, sur la période 2009-2011, là, sur laquelle on a des données, plus de 7 milliards d'euros. Donc, c'est très, très significatif. Et donc, jusqu'ici, l'AFD avait surtout des outils relatifs à permettant de vérifier si les aides que l'AFD octroyait étaient bien, aidaient bien les contreparties à atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis depuis quelques années maintenant, l'AFD travaille sur le volet adaptation. Et donc ici, ce qui est mis en avant, c'est un outil d'analyse de la trajectoire de résilience, non pas uniquement des États comme c'est indiqué, mais des contreparties, c'est-à-dire États, collectivités locales, entreprises, grandes entreprises qui peuvent bénéficier d'aide de l'AFD, à leur résilience. Donc la résilience par rapport à la vulnérabilité, c'est la capacité d'une organisation à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Donc c'est vraiment l'idée de quelle est la capacité d'un acteur à absorber des chocs liés au changement climatique. Et donc l'outil est construit en mode tout à fait qualitatif et permet de réfléchir en dynamique sur la capacité de connaissance, de gouvernance, de planification d'un acteur face à des chocs climatiques, à la fois d'un point de vue à court terme et à long terme, et d'autre part sur différents secteurs comme l'agriculture ou encore le système aquatique. Donc là, typiquement, on pose des questions à l'utilisateur qui vont être relatives à sa capacité d'adaptation et on a des réponses qui sont donc pas quantifiées mais qui sont plutôt relatives à son organisation. Dernière diapo sur les Zoom outils. Là, c'est la FEAM, donc l'équivalent de l'ADEME au Minas Gerais au Brésil. Donc, le Minas Gerais, c'est un État du Brésil qui fait la taille de la France, à peu près 500 collectivités, et a été mis en place un outil en ligne qui est basé sur un certain nombre de données. Alors, on a moins de données au Brésil en mode en source ouverte qu'en France, mais à partir d'un certain nombre d'indicateurs, il y a une vingtaine d'indicateurs qui couvrent les 3 volets exposition, sensibilité et capacité d'adaptation qui permettent du coup de construire une note de 1 à 5 et donc un niveau de vulnérabilité de 1 à 5 pour les utilisateurs. Ils peuvent cliquer sur leur commune et observer ainsi les différents indicateurs et voir ce sur quoi ils doivent travailler pour réduire leur vulnérabilité. Voilà pour vous donner un panorama un peu des outils et méthodes aujourd'hui disponibles, sachant que pour l'exercice qu'on a mené pour l'AFD, on en avait recensé plus d'une cinquantaine. Donc il y a un vrai écosystème d'outils aujourd'hui qui est mis en place pour les acteurs. Merci Boris. Ok, donc à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de plus en plus cette capacité d'aller extraire de la data des modèles climatiques et on sait qu'il en existe beaucoup. Ça génère des téraoctets, des petaoctets de données et de plus en plus, on a cette capacité de les extraire pour les rendre exploitables par un certain nombre d'acteurs
dans leurs opérations, au sens large. Donc ici, on essaye de vous faire un peu un état des lieux de où on en est dans cette capacité à exploiter cette information de façon agrégée pour permettre une synthèse, en fait, une vision assez rapide de, alors ça peut se représenter aussi illustré en ranking ou en gradation. Donc là, on vous a donné quelques exemples d'initiatives qui sont en train d'être menées, qui permettent de faire ou du rating ou d'avoir des indices synthétiques qui permettent d'agréger un certain nombre de paramètres liés à ces risques physiques climatiques. Alors, au niveau des États, on a 3 indices qui sont assez classiques qu'on utilise souvent, donc le ND Gain, le WWR et le 3e que vous voyez. Nous, on les exploite chez Beyond Ratings et on s'aperçoit que d'un pays à l'autre, on a souvent des écarts significatifs entre les différents indices. Donc, c'est intéressant que ça existe et il faut aussi savoir les interpréter puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ils ne convergent pas nécessairement. Au niveau des villes, on a aujourd'hui l'exemple qui vient d'être cité, donc je ne reviens pas dessus. Je pense que ça fait partie de cette capacité justement à diffuser cette information de façon intelligible. Au niveau des infrastructures, il y a une initiative intéressante menée par une fondation qui s'appelle JIP Basel, qui a cette volonté de faire du rating de la performance des infras au regard de cette vulnérabilité climatique. Et enfin, si tu veux bien cliquer, voilà, au niveau des entreprises, on vous a cité Carbon Delta, qui est une des initiatives en cours pour arriver à donner au niveau des entreprises, donc là ça demande beaucoup de points de repère, il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées, donc là on travaille sur les actifs de production pour avoir cette capacité de restituer cette information. Voilà, donc là où on voulait en venir, et puis ça peut ouvrir la première discussion, c'est que clairement, pour nous, le risque physique climatique, on a les données et les outils pour que chaque acteur, pour lui-même, arrive aujourd'hui à faire ce diagnostic de vulnérabilité. Mais, et nous, c'est ça qui va aussi nous motive pour la suite, il n'y a pas de vision actuellement agrégée, ou alors elle est encore assez lacunaire, d'une vision globale pour des tiers, qui pourrait dire finalement, vu de l'extérieur, je pense que cette entreprise, cette ville, cette infrastructure est plus ou moins en risque par rapport à l'évolution du changement climatique. Voilà. Donc c'était un peu ce constat qu'on voulait partager, puis et donc ça peut ouvrir la séquence pour les questions. On viendra par la suite sur justement ce que nous on a en route pour adresser cet enjeu. Bonjour à tous. Alors nous avons une dizaine de minutes pour la session de questions-réponses. Je vais un peu lancer la discussion en demandant alors pourquoi il n'y a pas encore ce lien entre l'impact financier et le risque physique. Ce sont lesquels les obstacles un peu les plus importants, pourquoi voilà, il y a un peu ce manque dans le panorama d'outils à présent. Moi, je peux démarrer la réponse qui est une réponse complexe. En fait, on s'aperçoit que ça fait partie, je dirais, de la séquence usuelle des marchés d'information nouveaux. Donc, on a de plus en plus accès à une matière primaire qu'on est en train de transformer pour qu'elle soit exploitable. Et l'étape d'après, c'est de la lier avec un impact financier. Enfin, c'est assez logique comme séquence. Il y a encore peu de travaux, à notre connaissance, qui font ce lien avec l'impact financier, quel que soit d'ailleurs le niveau de granularité, au niveau des États, au niveau des entreprises. Une des difficultés, c'est que c'est multiparamétré. C'est-à-dire qu'on a, une fois qu'on a cette connaissance d'une cartographie du risque, alors moi je suis beaucoup plus à l'aise sur la partie macro, partie état, parce que c'est ce qu'on traite. Une fois que vous êtes en mesure de comprendre pour un pays donné où sont localisés les risques, l'étape d'après, c'est de comprendre comment ça peut impacter
alors le PIB, parce que c'est souvent cette métrique de performance économique qu'on va utiliser, et ça nécessite du coup de brasser énormément de données, de croiser à la fois des données des expositions du risque climatique et de comprendre à un niveau granulaire assez fin comment la valeur ajoutée est créée dans le pays, où est-ce qu'elle est concentrée, et donc ça fait appel à beaucoup d'informations sur la structure économique d'un pays, sur les différents les secteurs d'activité. Donc ce sont des chantiers en fait assez denses et des défis importants. Peut-être pour compléter, il y a une question un peu technique, mais il y a aussi une question d'acteurs et de compétences à marier, de compétences hybrides à former. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une séquence où on a d'abord le monde de ceux qui sont spécialistes de climatologues, qui va travailler, produire des données. Après, on a, je dirais, ça diffuse dans l'économie réelle où chaque acteur va s'approprier les choses pour lui. Et là, ça va rencontrer des compétences métiers à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut que chaque métier digère et intègre ces choses-là. Et puis après, il y a, je dirais, les financiers, puisque la question était sur le sujet du pourquoi on ne va pas encore aux financiers. Ça ne peut être que la dernière étape, une fois que ces étapes précédentes ont été franchies. Donc, mécaniquement, c'est à la fois une question de données, mais aussi de temps d'apprentissage, de parler la même langue. Là, tout à l'heure, on mettait sur le schéma les 3 termes de l'équation. Voilà, il y a 5 ans, c'était pas forcément si évident que ça. Et maintenant, tout le monde parle le même langage. Donc, on va pouvoir petit à petit construire, échanger entre différents types de compétences. Et pour prendre une analogie sur le sujet, là, on est sur le volet adaptation, risque physique. Si au niveau du climat, on a évidemment l'autre volet qui est atténuation. Et bien, si on prend un exemple, on a atténuation, on a les scénarios aussi de trajectoire d'émissions au niveau global. On a des outils qui sont un peu l'équivalent comme l'ADEME sur le volet adaptation, qui sont le bilan carbone. C'est-à-dire chacun, petit à petit, fait son bilan carbone, monte en compétence dans son entreprise là-dessus. Et puis après, il y a quelqu'un en bout de chaîne qui va pouvoir, à un moment donné, exploiter tout ça. Et donc là, sans faire de pub, quelqu'un, par exemple, comme data provider, comme TrueCost, qui peut fournir une modélisation de l'ensemble des entreprises, de leur empreinte carbone. Donc, tout ça, pour que ça fonctionne, c'est un enchaînement de choses. Et là, on en est clairement encore au milieu du gué. C'est-à-dire que l'information aujourd'hui cohérente, compilée, modélisée pour l'ensemble des acteurs, elle n'est pas encore disponible. Alors, merci. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je rends la parole à Guillaume et Sylvain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre à la fin de la présentation. Voilà, peut-être hein, si à l'instant vous avez encore une question sur cette séquence, vous pouvez la poser, pas de souci encore hein, sous format écrit. J'enchaîne hein, du coup avec la suite. Alors, hop. Alors voilà, alors ce qu'on voulait maintenant poser, une fois qu'on a fait cet état des lieux de ce qui existe, on voulait vous faire part et vous faire réagir aussi sur notre programme justement pour adresser ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, l'idée étant de se dire que ce n'est qu'à plusieurs, en fait, et en mariant justement ces différentes compétences, on y revient entre compétences plus environnementalistes, compétences data, compétences financières. Et donc, c'est ce qu'on fait notamment avec Beyond Rating et 2-3 autres acteurs. Et le consortium est en cours de finalisation, on n'a pas mis leur nom ici, pour avoir l'objectif finalement de donner une réponse cohérente pour un tiers. Alors là, en l'occurrence, on s'est focalisé sur un tiers qui est persuadé qu'il réfléchisse à cette question-là, et dans ce tiers-là, c'est l'investisseur, mais ça pourrait être aussi pour un tiers qui serait une puissance publique, et donc ces investisseurs aujourd'hui, voilà, pour
pour mémoire, vous le savez peut-être tous, sont poussés au niveau français par l'article 73 de la transition énergétique, au niveau international par la Task Force on Climate Related Disclosure, et pour fournir en fait une évaluation de l'impact du risque physique. Alors, c'est un programme qui ça se fait pas du jour au lendemain, donc nous c'est un programme de 3 ans qu'on a lancé. Il y a d'autres programmes qui existent actuellement sur le même sujet, hein, donc on n'est pas la seule initiative, mais voilà, il nous semble aujourd'hui qu'on est encore dans la phase de créativité et d'innovation, et certainement que dans quelques années on aboutira peut-être certainement à une normalisation sur ce sujet, mais aujourd'hui on est lancé dans le fait de construire ces outils avec pas uniquement un horizon à 3 ans, mais une méthode qui est déjà opérationnelle début 2017, puisqu'on l'a appliquée notamment à des investisseurs pour évaluer l'impact du risque, enfin pour ranker, pour analyser le risque physique sur l'ensemble de leur investissement. Alors, ici, et qu'est-ce qu'on a envie de faire finalement? On a vu qu'il y a plein d'outils qui existent et une grande connaissance sur le risque physique. Sur ce sujet-là, nous, notre ambition, c'est de rendre cette analyse du risque physique, analyse environnementale, plus robuste et plus universelle. On a vu qu'il y a des choses qui existent organisation par organisation. L'idée, c'est de produire un index qui soit, je dirais, comparable de risque physique, que ce soit pour une entreprise, une collectivité, un État, une infrastructure. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, et je passerai la parole à Sylvain, mais qui est celle évidemment qui nous intéresse fondamentalement, c'est la matérialité financière du risque physique. Ouais. Sur cet aspect-là, nous, Beyond Ratings, on a déjà pas mal travaillé, puisqu'on a créé une méthodologie d'analyse de risque souverain, donc pour regarder la qualité de la dette des États, en intégrant de plus en plus les nouveaux signaux qu'on peut capter, notamment sur le risque physique. Alors, nous, notre démarche est en cours, c'est-à-dire qu'on a cette méthodologie, elle a vocation à évoluer, et il est vrai qu'aujourd'hui, le nombre d'indicateurs en input qu'on peut utiliser nous semble trop réduit. Donc, on va utiliser des données comme le niveau, le pourcentage de la population qui vit en dessous du niveau de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, des choses comme ça que beaucoup d'organisations utilisent aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est un bon début, mais ça nous semble insuffisant pour capter, avoir une vision exhaustive du risque physique. Donc aujourd'hui, voilà, comme je disais tout à l'heure, on exploite de mieux en mieux tous les modèles climatiques, en particulier ceux du GIEC, pour récupérer des données d'augmentation de température, de précipitation, qui sont autant d'éléments qui vont nous permettre d'avoir ce regard plus exhaustif sur la caractérisation du risque physique. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et quand je reviens à la connexion avec l'impact financier, c'est vraiment pour nous, il y a vraiment plusieurs éléments qu'il faut regarder, et c'est vraiment l'objectif de ce chantier. C'est déjà cette problématique temporelle. Un investisseur aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs sont en fait assez court terme. Donc pour eux, le risque climatique, ça, c'est pas dans leur ADN. Ça va, on parle de 10 ans, 15 ans, alors qu'eux font rouler des portefeuilles à 4 mois. 4 mois, ce qui n'est évidemment assez incompatible. Donc il y a ici un challenge d'arriver à les mobiliser ou mobiliser les acteurs qui sont en train d'évoluer dans leur stratégie d'investissement pour dire qu'il faut regarder, intégrer une dimension temporelle plus longue. C'est important. Donc c'est là où cette problématique de la temporalité qui est dans l'investissement, on essaye, en tout cas pour une partie des investisseurs de long terme, donc je pense aux investisseurs de structure, également aux fonds de pension qui sont très sensibles à ce sujet. Donc déjà, de s'adresser à la bonne, à ceux qui comprennent l'importance, l'intérêt de se projeter à 10-15 ans et de comprendre que leur position, leur stratégie d'investissement peut être impactée de façon plus ou moins lourde si ils ne regardent pas ou pas suffisamment
ces facteurs de risque climatique. Un autre élément qui me semble important de mentionner à ce stade, c'est d'arriver, et là, de mobiliser encore une fois plusieurs compétences. Je pense que nous, on fait un bout du chemin, mais encore une fois, c'est très macro ce qu'on fait, et il y a besoin de le faire aussi pour d'autres types d'actifs, de comprendre comment on caractérise la matérialité financière d'un risque. C'est extrêmement important. Si je reprends mon exemple des inondations de Thaïlande, ce qui est important, c'est de comprendre que ça a impacté la Thaïlande, évidemment, mais ça a impacté d'autres pays. C'est-à-dire que la capacité à faire croître le PIB est en fait intercorrélée avec un événement climatique qui s'est passé ailleurs. Donc ça nécessite quand même d'avoir une bonne compréhension des flux, en fait, et comment les États sont interreliés entre eux. Donc ça fait partie pour nous des événements à regarder. Et un des derniers éléments, puis j'arrêterai là, c'est sur l'intensité ou la magnitude du risque, ou de l'impact. On est face à des risques qu'on appelle blacktail, donc c'est-à-dire faible probabilité d'occurrence et magnitude d'impact qui peut être extrêmement fort. Et ça, c'est extrêmement difficile à modéliser, et je pense qu'il ne faut pas se tromper de bataille. Je pense que nous, à notre niveau, on n'essaye pas de modéliser ça. C'est extrêmement complexe et on risque d'avoir une marge d'erreur tellement forte que ça remet en cause même l'exercice. En revanche, ce qui est important, c'est déjà à ce stade de bien comprendre où se situent les risques et de comprendre de quel ordre de grandeur on parle. Donc ça, si déjà on arrive à ce niveau-là, je pense qu'on aura fait déjà un bond en avant. Voilà, et pour compléter sur ce que tu dis, sur ce qu'on peut faire, alors on dit on, c'est-à-dire c'est finalement des agences de notation un peu extérieures comme nous, ou des cabinets de conseil, et puis on n'ira jamais aussi loin pour revenir à ce qui a été dit avant, sur ce que peut faire en interne une entreprise, ou sur ce que peut faire en interne un État, ou ce que peut faire un assureur aussi, qui est vraiment spécialisé dans la modélisation de ce sujet-là. Par contre, comme tu dis, détecter les ordres de grandeur, pouvoir différencier, discriminer des organisations entre elles sur ce sujet-là, c'est ça qu'on peut se donner comme objectif de faire. Alors, pour entrer dans le concret, je vais aller assez rapidement là-dessus, mais l'idée, comme on vous disait, c'était que on va produire des scorecards, c'est ce que vous voyez en bas à droite, hein, pour chaque type d'actif. Alors là, je passe dans un vocabulaire un petit peu financier, hein, mais l'idée, c'est qu'effectivement, cette même méthode puisse, en cohérence avec les interactions justement que tu as mentionnées, à la fois entre États, mais entre États, entreprises, etc., avoir en fait, pouvoir modéliser évidemment les États, les infrastructures, les collectivités et les entreprises. Là, on a, je dirais, 4 objets notamment, puis on peut rajouter aussi les bâtiments, qui en termes d'actifs aussi est un actif dans lequel on peut investir et qui évidemment, comme les infrastructures, est figé dans une localisation, et donc il y a un sujet de risque physique. Et donc l'idée, c'est d'avoir la même méthode pour, à partir de données brutes limitées chaque année, l'évolution d'un certain nombre de paramètres de ces acteurs-là, on puisse, à travers la chaîne d'exposition, de sensibilité et de capacité d'adaptation, aboutir en fait à une évaluation de la vulnérabilité. Donc là, on est sur la mise en cohérence, encore une fois, et la robustesse, à trouver le bon niveau de curseur, parce qu'encore une fois, on est vu de l'extérieur, donc on ne pourra pas aller aussi loin que vu de l'intérieur, mais trouver le bon niveau de curseur en fonction des données disponibles pour pouvoir dire aux investisseurs, voilà, en fonction de ce qui est disclosé de notre capacité d'analyse, voici un ranking du risque physique. Pour illustrer, Sylvain, pour illustrer effectivement toujours là-dessus. Oui, alors il y a une difficulté ou un enjeu très fort par rapport à ce type de chantier, c'est de bien articuler les imbrications entre les différentes classes d'actifs quand on s'adresse à des investisseurs. C'est intéressant de bien comprendre la vulnérabilité d'une infrastructure, mais il nous paraît évident que comprendre ses externalités, son environnement macro, est aujourd'hui capital. Donc nous, on travaille déjà sur ce genre de sujet, c'est de dire, quand moi, investisseur de long terme,
je mise ou je prends une concession pour une infra sur 50 ans, je suis très très fort pour faire la modélisation financière des 5 prochaines années, mais en fait je suis bloqué avec cette infra pendant les prochaines 50 années. Donc la question qui se pose pour un investisseur en infra, c'est est-ce que l'environnement économique, climatique et l'impact du climat sur l'environnement économique va perturber, va modifier la perception du risque que j'ai eu quand j'ai fait cet investissement. Donc c'est très important pour nous de bien articuler un niveau macro, qui pour nous est l'aspect fondamental de l'analyse, et de pouvoir superposer les différentes classes d'actifs. Alors une infra, c'est plutôt simple, puisqu'en général, elle est localisée dans un pays, donc on est capable de faire le lien assez facilement. Ce qui devient plus complexe, c'est quand on regarde une société multilocalisée avec ses fournisseurs, l'amont, l'aval, et de regarder comment on peut essayer de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur la supply chain d'une entreprise particulière. Donc ça, alors ça demande un peu de robustesse d'analyse, et je pense que l'objectif de ce qu'on essaye de mettre en place, c'est effectivement une approche systématique. Nous, on est assez friands de data, en fait, on aime bien transformer de la data pour donner de l'intelligence, mais de façon systématique, et que ça puisse s'appliquer. Alors évidemment, la partie entreprise est la plus complexe parce que ça demande énormément de données, et effectivement, comme rappelait Guillaume, on n'a pas nécessairement accès à toute la donnée utile pour faire le meilleur travail. Donc l'objectif, l'enjeu pour nous, c'est avec les données disponibles, celles qu'on peut récupérer de façon structurée, comment on peut arriver au meilleur résultat pour donner une évaluation de l'impact financier d'un risque physique. Voilà. Alors du coup, là-dessus, juste pour donner un exemple et un zoom sur ce qui est déjà opérationnel, mais qui a vocation, puisqu'on va travailler sur 3 ans là-dessus, à s'améliorer chaque année, mais sur les entreprises, comme sur les États, on a fourni, là on l'a cité parce que c'est dans le cahier des charges publiques, mais donc pour l'établissement de retraite de la fonction publique de retraite additionnelle, donc les RAFP, on a fourni une analyse, et là on zoome sur le volet entreprise, où en fait on a défini des facteurs de dépendance, hein, donc c'est le mix, comme vous voyez sur l'écran, d'une sensibilité sectorielle et d'une exposition géographique. Alors on n'a pas pris en compte, justement à ce stade, le 3e terme de l'équation qui est la capacité d'adaptation, pour cette première version, où en fait on a défini une sensibilité de l'activité en fonction d'un certain nombre de paramètres tirés de la littérature, hein, j'en ai mentionné quelques-uns, hein, évidemment la dépendance à l'eau, la dépendance au changement de température, la dépendance aux écosystèmes, un certain nombre de paramètres qui vont faire que telle activité ou telle autre va être plus ou moins impactée. Et ça, on l'a évalué à 3 niveaux en fait, hein, et on a pondéré, il y a un risque celui auquel on pense le plus, qui est direct, mon usine est à tel endroit, elle va avoir une inondation, il y a un risque. Bon, ça paraît clair, mais dans le monde d'aujourd'hui, d'entreprises qui sont mondialisées avec des supply chains complexes, on ne peut pas se limiter à ce sujet-là. Et donc c'est très important à la fois d'aller dans l'aval. Voilà, si je suis énergéticien aujourd'hui, évidemment que là où sont mes centrales, il peut avoir un risque, mais si la température de là où je vends mon énergie augmente ou diminue, je ne vais plus forcément vendre la même énergie au même moment, etc. Donc on voit bien qu'il faut qu'on se préoccupe de l'aval, et évidemment, la supply chain, tu en as parlé. Si j'ai une usine aujourd'hui et que je fabrique des yaourts, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'en l'occurrence le lait vient en partie du même endroit, mais si je transforme des produits d'agriculture en France mais qui viennent d'Amérique du Sud, évidemment, mon sujet n'est pas où est-ce qu'est mon usine en France, mais il est peut-être principalement là où je me source en produits agricoles. Donc, il est vraiment très important de marier, et c'est ce qu'on a fait dans cette première version, avec une exposition géographique qui peut être soit déclarée, soit modélisée, hein, de l'ensemble des entreprises, et on a pu faire une première version pour à peu près plus de 1000 entreprises, sur la base, encore une fois, une notion de data un peu systématique à exploiter. Donc voilà pour l'exemple. Sur le deuxième axe, donc là on est toujours sur l'évaluation de ce risque physique,
sans essayer de mettre des euros. Alors pour finir et puis laisser du temps pour les questions, les euros, comment on peut en mettre derrière? On a donné ici sur ce transparent-là, vous voyez quelques exemples hein, qui étaient en fait affichés dans le cahier hein, du Forum pour l'investissement responsable pour lequel on a travaillé pour donner un peu de chair autour de concrètement comment se matérialise le risque en euros pour les entreprises, les États, les infrastructures ou l'immobilier. Donc, je vais peut-être passer très rapidement parce que le temps passe, hein, mais clairement, à chaque sujet, on peut parler de comment, quel serait son chemin de matérialité. Mais voilà, et là, c'est plus pour lancer aussi la discussion. Tout à l'heure, Sylvain a parlé d'un certain nombre de points de discussion par rapport à la difficulté de mettre des euros. On a listé un petit peu en conclusion quelques questions clés qu'on voulait partager avec vous. Ok, alors, c'était un peu des points de réflexion qui permettent d'ouvrir sur ce débat. Un premier point, c'est effectivement d'avoir une bonne compréhension de l'immobilisme ou de la capacité à s'adapter. Alors, quand je parle d'immobilisme, c'est quand on est un État, on n'a pas trop le choix, si on est exposé au changement climatique, le seul choix qu'on a, c'est de s'adapter ou de préparer, d'optimiser sa résilience par rapport à une entreprise qui, elle, est, alors en fonction de son activité, de son intensité capitalistique, de pouvoir s'adapter, faire en sorte que ses actifs soient localisés aux meilleurs endroits. Alors tout ça est multiparamétré évidemment, mais je pense que ce qui est important de prendre en considération, c'est à quel point les entreprises sont aujourd'hui en train d'intégrer dans leur stratégie d'implantation de plus en plus ce genre de facteurs. Donc nous, on travaille avec un client corporate qui est en train de se dire, moi j'ai une très bonne vision des risques, pour un certain nombre de risques. En revanche, j'ai un peu raté pour l'instant, où je ne me suis pas assez équipé pour comprendre comment mes implantations actuelles peuvent être de plus en plus sous stress, parce que je n'ai pas encore intégré ces risques. J'ai déjà parlé de la dimension temporelle du risque climatique, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que c'est vraiment quand même un élément très important. Et pour nous, des enjeux clés, c'est de savoir si les investisseurs aujourd'hui ont un appétit pour mieux différencier la perception du risque. Vous savez que quand les agences de notation comme Moody's ou Standard émettent un score, un rating pour un pays donné, c'est un rating de long terme. Et en fait, la notion de long terme est aujourd'hui extrêmement floue. C'est-à-dire que le long terme, c'est à partir de 1 an et 1 jour jusqu'à où vous voulez. Et il y a une convenance pour dire que c'est autour de 3-5 ans. Mais en fait, 3-5 ans, ça ne répond pas aux besoins d'un investisseur qui, lui, investit avec des stratégies de hold to maturity, c'est-à-dire il achète des obligations souveraines et il les garde jusqu'à 10-15 ans. Voilà. Ensuite, un des éléments importants, c'est, alors je vais faire ce dernier point, aussi, notamment quand on parle à des investisseurs, leur faire aussi comprendre qu'il n'y a pas que des risques, mais aussi des opportunités. Donc cette partie opportunité, elle est souvent elle est un peu malmenée. Or, en fait, on comprend que les changements climatiques, tels qu'ils sont en train de se révéler, pour certains pays, peuvent être des moins mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles. Je pense notamment au Canada ou à la Russie. Il y a plusieurs études qui sont sorties pour expliquer que ça va plutôt contribuer à augmenter le PIB de ces pays, parce que il n'y a finalement pas trop d'effets néfastes sur leur surface. De la même façon, quand on est investisseur et qu'on cherche à obtenir du rendement, et qu'on achète, alors encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est la dette des États, c'est intéressant de comprendre qu'en intégrant mieux, de façon systématique, les risques climatiques, on est en mesure de mieux discriminer les risques entre les différents pays pour une même catégorie de pays, donc si on appelle ça les high yield ou les pays en général émergents, de pouvoir intégrer de mieux en mieux le fait que
les pays ne sont plus, on peut mieux discriminer les risques parce qu'on intègre plus de signaux de risque. Donc, voilà. Voilà, c'est des questions qu'on voulait partager avec vous sur le deuxième volet. Du coup, il nous reste juste 5 minutes sur les 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents points qu'on a soulevés? Voilà, est-ce que... Voilà, oui. Donc on attend voilà, que vous formuliez vos questions peut-être encore une fois sur l'interface pour poser les questions. Comment les INDC, les contributions volontaires des dossiers à risque et les opportunités physiques du climat physique, et comment les investisseurs peuvent se servir de cette information? Ok, alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a cette capacité d'analyser les NDC donc, par État. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on a un gap important entre quand on cumule tous les NDC des pays, on arrive à 3,8 degrés et pas du tout à 2 ni à 1,5. Ça pose un problème. Donc aujourd'hui, nous, Beyond Ratings, ce qu'on fait, c'est qu'on est en mesure de comprendre comment un NDC qui a été publié par un État, qu'est-ce que ça veut dire en termes de température. Donc quand on fait cet exercice de dire, avec une trajectoire NDC telle qu'elle a été décrite, on obtient pas 2, mais plutôt 3 degrés. Et on fait ça en fait pour chacun des pays, et ça nous permet, quand on regarde un portefeuille d'obligations souveraines pour un client, de lui dire que si son portefeuille est oui ou non aligné avec un objectif de 2 degrés. Cette notion d'alignement de degrés, elle est en train de progresser dans le monde de l'investissement. Et la difficulté qu'on a, c'est de cette capacité à regarder un scénario global de degrés et les NDC qui sont bottom-up par construction. Donc, on fait cet exercice de réconciliation entre définir une contribution nationale pour obtenir 2 degrés quand on cumule l'ensemble des contributions, et puis comparer avec les NDC tels qu'ils ont été annoncés. Donc ça permet de regarder et d'aider les investisseurs, alors déjà de les informer sur où ils en sont dans leur portefeuille, est-ce qu'ils sont alignés 2 degrés ou pas du tout, et à partir de là, on peut prendre des actions pour modifier, infléchir et reconverger vers 2 degrés. Voilà, merci. Nous avons une deuxième question. Que pensez-vous des travaux du BlackRock Institute qui justement visent à influencer les choix des investissements dans les entreprises? Alors là, effectivement, donc BlackRock investit pas mal dans le domaine en termes d'études, et qu'on parlait, alors pas spécifiquement, je pense, sur le sujet du risque climatique, mais du risque physique, mais de manière générale par rapport au sujet de degrés. Et donc voilà, nous on pense que toutes les initiatives aujourd'hui des acteurs financiers comme BlackRock qui investissent et publient de la recherche, mais on pourrait parler d'AXA, on pourrait parler d'un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui se préoccupent de ça, ça va dans la bonne direction. Le point, je pense, qui est un petit peu difficile, et ça fait le lien avec le sujet, c'est que pour les États, il y a quand même pas mal d'infos disponibles, mais c'est vrai que pour les entreprises, on en revient à cette difficulté tout à l'heure, on a quand même beaucoup moins d'informations aujourd'hui disponibles de la part des entreprises pour, de l'extérieur, avoir une vision pertinente là-dessus, et bon, c'est le sens aussi de l'article 173.4 en France et du TCFD. Il faut qu'il y ait plus de disclosure des raisonnements, enfin de la vision des entreprises par rapport à ce risque physique qu'il y en a actuellement. Et merci. Nous avons une autre question. Quels sont, selon vous, les secteurs d'activité le plus à l'écoute d'une telle démarche? Alors, je peux démarrer une réponse. Alors, je dirais de façon assez intuitive, c'est ceux qui ont la perception d'être le plus vulnérables par rapport à ces questions. Donc, on a beaucoup parlé du monde de l'investissement,
Mais là, je pense que votre question est plus de revenir au risque physique et sa matérialité. En fait, ce qu'on voit, c'est que, enfin, moi j'ai des chiffres en tête, par exemple, on sait que 70% du PIB est climato-dépendant, plus ou moins, donc plus ou moins exposé à des variations climatiques. Alors plutôt météorologiques, hein, qu'on s'entende, on est plutôt dans les aspects météo. Mais aujourd'hui, quand on regarde un secteur important, c'est l'agriculture. Il y a une corrélation qu'on peut faire historique et qu'on peut projeter sur les élévations de température ou modifications de précipitations et le niveau de production d'un certain nombre de commodités, donc de blé, coton et compagnie. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça a des répercussions très fortes sur la disponibilité de ces comos et on essaie d'évaluer la matérialité financière, comment la raréfaction d'une production, parce que dans une zone très exposée, ou au contraire son abondance, peut se retrouver dans l'évolution du prix. Voilà, donc c'est un secteur en particulier auquel je pense. Merci. Voilà, peut-être que Mathilde arrive au bout, il y a encore quelques questions sur lequel on pourrait répondre, mais je pense qu'on est arrivé au bout du timing, Mathilde. Hein. Oui. Du coup, pour les questions qui n'ont pas obtenu de réponse, ce que je vous propose, c'est d'inscrire toutes vos dernières questions dans le chat. On va vous mettre aussi nos coordonnées juste après, donc si vous souhaitez, je recenserai toutes les questions. Et du coup, je vous enverrai ça à vous trois et vous pourrez répondre comme ça aux participants. Et les participants, vous recevrez les réponses directement par écrit. Ceux qui n'ont pas obtenu de réponse. Je ne sais pas, il y a une ou deux questions peut-être qui viennent d'arriver en plus. Oui. Ok, donc je les recenserai et puis comme ça vous pourrez répondre directement par écrit, sinon après on va être un petit peu hors timing.